Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. La présidente directrice générale de France Média Monde salue l'intérêt que le président de la République accorde à la liberté de la presse. Marie-Christine Saragosse a échangé avec le chef de l'État ce jeudi. Elle est à Abidjan dans le cadre de la 10e édition de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Elle relève l'importance des médias dans la lutte contre les fausses informations. 92%, c'est le taux d'avancement du 4e pont d'Abidjan. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé est allé visiter le chantier. Satisfait des travaux, il annonce une ouverture partielle du pont dans les semaines à venir afin de soulager les usagers. Ce pont relie les communes de Yopougon au plateau en passant par Atekoubé et Adjamé. Mécanisme de décision anticipée mis en place par les douanes ivoiriennes. Tous les opérateurs économiques et la chaîne de valeur et la chaîne logistique veulent comprendre ce dispositif. Ils étaient à la Chambre de commerce et d'industrie pour s'en imprégner. Un mécanisme qui permet d'accélérer les procédures de dédouanement des marchandises. Vladimir Poutine signe la sortie de la Russie du traité interdisant les essais nucléaires. Une décision sur fond de conflit entre l'Ukraine et les Occidentaux. La promulgation de la loi russe est profondément regrettable, a réagi dans un communiqué Robert Folt, secrétaire exécutif de l'organisation onusienne chargée du traité. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu avec la présidente, directrice générale de France Média Monde, Marie-Christine Saragosse, a salué l'engagement du chef de l'État à défendre la liberté et le professionnalisme de la presse. Jérôme Kofi Abolin. Présidente directrice générale de France Média Monde, Marie-Christine Saragosse, en déplacement sur le sol ivoirien, s'est rendue ce jeudi au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Elle a eu pour hôte le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Le plaisir d'accueillir à la présidence Madame Marie-Christine Saragosse, qui est PDG de France Média Monde, vous voyez, hein? Donc, que gère RFI et France 24, je voudrais dire à quel point nous estimons que ces médias font un travail de couverture totale de l'évolution et de la situation en Afrique et dans le monde, et les encourager à poursuivre. Nous savons qu'il y a des interruptions dans un certain nombre de pays voisins. Nous allons nous engager à faire en sorte que les choses évoluent dans ces différents pays parce que c'est important, l'information des populations. Donc, Madame, bonne arrivée et bon séjour en Côte d'Ivoire. Pour Marie-Christine Saragosse, cette rencontre avec le président de la République de Côte d'Ivoire, qui coïncide avec le 10e anniversaire de l'assassinat des journalistes français Ghislaine Dupont et Claude Verlon, constitue un grand honneur. On est très touchés de son accueil, qu'on tenait à venir à Abidjan pour le 10e anniversaire, ce triste anniversaire de l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, à l'occasion de la remise de la 10e bourse qui porte leur nom et qui permet de transmettre le flambeau vers les générations futures. On tenait à être ici parce que la première personne, le premier chef d'État qui m'a appelé le 2 novembre 2013, le jour de l'assassinat, c'était le président Alassane Ouattara. Et je venais de le quitter parce qu'il avait tenu à décorer Jean Hélène à titre posthume à l'occasion des 10 ans de sa mort aussi. Et donc on était dans un contact douloureux. Et son engagement pour défendre la liberté des médias, leur professionnalisme, ça m'a frappé dès ce moment-là. Et je voulais que pour ce 10e anniversaire, on soit ici. Et bien sûr, il nous a reçus parce qu'il l'a dit lui-même à quel point les médias indépendants, professionnels, experts, vérifiés, c'est le rempart contre toutes les manipulations. La présidente directrice générale de France Média Monde, Marie-Christine Saragosse, a en outre exprimé sa joie d'avoir été reçue ce jour par le chef de l'État ivoirien qui n'a de cesse d'apporter son soutien à la presse, tant sur le plan national qu'international.
L'arrivée à Abidjan, le cas Abidjan aura dans les mois à venir un 4e pont. Il va relier les communes de Yopougon au plateau en passant par Atekoubé et Adjamé. L'ouvrage lancé en 2018 connaît un taux d'avancement de 98%. Ce jeudi, le Premier ministre est allé visiter le chantier. Il annonce une ouverture partielle du pont les semaines à venir. Mahama Traoré. Un autre pont au-dessus de la lagune Ébrié. Le 4e dont se dote la ville d'Abidjan. Il va relier la commune de Yopougon à celle du plateau en passant par celle d'Adjamé et d'Atekoubé sur une distance totale de 7,2 km. Ce jeudi, le Premier ministre Robert Begré-Mambé est venu s'enquérir de l'état du chantier à 92% de taux d'achèvement. Sa visite de terrain démarre sous le viaduc fièrement dressé au-dessus du carrefour Boribana à Atekoubé, viaduc qui permettra aux usagers d'emprunter le pont principal qui enjambe la lagune Brié et rallier la commune de Yopougon. Le chef du gouvernement constate que cette section est déjà praticable. Les élus locaux conviés à cette visite de chantier se réjouissent déjà de la métamorphose de leur cité grâce à cette infrastructure. Avec ce pont, je pense que les Ivoiriens vont se déplacer plus facilement. Le dernier dégagement des populations sur Dindin a été pris en compte dans un protocole d'accord et que ce protocole d'accord est en train d'être mis en œuvre afin que cela soit dédommagé. Poursuivant sa visite, le chef du gouvernement marque une escale au niveau de l'ouvrage de franchissement de la traversée d'Adjamé, encore en chantier, avant de poursuivre son périple à Yopougon-Toit-Rouge, où est sorti de terre un pont, autre composante du projet. À chaque escale, Robert Begré-Mambé questionne les acteurs en charge de la réalisation de l'édifice sur les aspects techniques, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier en premier. Malgré le satisfecit, le Premier ministre souhaite voir les travaux vite s'achever afin de désengorger l'autoroute du Nord. En l'état actuel des choses, quand on veut rallier Yopougon à Adjamé, on a près de 112 000 véhicules jour. Donc c'est l'un des trafics les plus lourds à Abidjan. Donc le président de la République a décidé d'offrir cet ouvrage aux Ivoiriens pour que la moitié de ces 112 000 véhicules jour soient transférés sur ce pont. Le travail que nous avons constaté révèle que du premier pont, du carrefour du premier pont, jusqu'à Atekoubé, au niveau de Sebroko, cette zone pourrait être utilisable dans les jours qui viennent, sous réserve que l'entreprise respecte les indications que nous avons faites de terminer les embranchements, sorties et accès. La deuxième chose que nous avons demandé, c'est que la jonction du deuxième pont de Yopougon jusqu'au premier pont de Yopougon pour aller vers le plateau soit faite le plus rapidement possible. Nous avons fait remarquer à l'entreprise qu'elle dispose du matériel, du personnel, des matériaux et de toute la mécanique ingénieriale avec le BNET et le ministère de l'Équipement pour achever dans les meilleurs délais ce chantier. C'est une exigence que nous avons partagée avec eux et j'espère que l'entreprise a bien compris ce que nous leur avons dit. Ce qu'il faut dire, c'est de remercier le président de la République pour ce gros chantier qu'il a lancé sur Abidjan. Lancé en 2018, la construction du 4e pont s'inscrit dans le cadre du projet de transport urbain d'Abidjan. Il est cofinancé à hauteur de 154 milliards de francs CFA par l'État de Côte d'Ivoire, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Un autre chantier en cours, le métro d'Abidjan. Le ministre des Transports a visité la ligne 1. Amadou Koné est allé voir l'état d'avancement des travaux du plateau à Anyama en passant par Abobo. L'on enregistre des résultats satisfaisants pour les indemnisations des populations impactées par le projet. Le ministre rassure, les paiements seront effectués. Frédéric Oulaï, Didier Nguessan. Gaz Sitaraï du plateau. Sur ce chantier de la ligne 1 du métro d'Abidjan, des ouvriers sont à la tâche en vue de respecter les délais des travaux. Des travaux exécutés par la Société ivoirienne de construction du métro d'Abidjan, SICMA, un consortium d'entreprises. Ce projet important dans le trafic du district d'Abidjan permettra de fluidifier la circulation et de réduire le temps des trajets entre les communes d'Anyama, Trècheville, Plateau et Abobo. Ce matin, le ministre des Transports effectue une visite de terrain. Les indices concernant l'exécution des travaux préparatoires sont édifiants selon Amadou Koné.
il était important pour moi de venir voir en termes de travaux préparatoires, qu'est-ce qui est fait. Je suis très heureux de voir qu'en ce qui concerne le déplacement de réseau, c'est quasiment achevé. On a encore 2 sujets qui sont en train d'être traités dans la partie sud, notamment ce qui concerne donc la fibre optique marine et puis le réseau d'assainissement avec l'ADN 1800 qui sont en train d'être traités. Sur la partie nord, les choses avancent très bien en termes de terrassement. Alors, il y a un terrassement qui est fait pour déplacer la voie Sitaraï et puis terrassement qui est fait concomitamment là où c'est possible pour ce qui concerne donc le métro. Après quoi, le constructeur va commencer donc à réaliser donc les voies. Quant à l'indemnisation des populations impactées par le projet, le ministre rassure. Les paiements globalement sont exécutés à bonne date. Donc nous continuons de suivre de près. Donc les questions d'indemnisation, ce sont des contraintes que nous avons en termes d'impact environnemental et sociaux avec les financiers donc, de cette opération. Donc nous travaillons pour que donc, tout le monde soit mobilisé et qu'il n'y ait pas donc, de problème. Ce projet de construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan mobilise en termes d'emploi 500 personnes. Lancé en novembre 2017 par le président de la République ivoirien et son homologue français, les travaux sont prévus pour s'achever dans le courant de 2026-2027, selon le ministre des Transports. L'actualité parlementaire à présent, la Côte d'Ivoire se dote d'une loi pour protéger les emblèmes de la Croix-Rouge, le Croissant Rouge et le Cristal Rouge, 3 organismes internationaux qui œuvrent dans l'humanitaire dans le monde. Ils doivent être mis à l'abri des abus. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Sanson Kambilé, était face aux députés réunis en commission. Ils ont validé le projet de loi. Moussa Konaté. La Croix-Rouge, le Croissant Rouge, le Cristal Rouge, des organismes internationaux de services humanitaires. Reconnus mondialement pour leur assistance sur le terrain, ils sont protégés par le droit international. L'État de Côte d'Ivoire se dote aussi d'un texte de loi pour la protection de ces organisations humanitaires. Le ministre de la Justice est devant les députés pour présenter le projet de loi relatif à la protection des emblèmes de ces 3 structures internationales. L'utilisation des emblèmes de la Croix-Rouge, du Croissant Rouge et du Cristal Rouge est régie par des conventions internationales qui en assurent la protection. Notre pays, la Côte d'Ivoire, a souscrit à l'ensemble de ces conventions internationales, ce qui fait qu'elle a l'obligation de transposer ces dispositions dans notre ordre juridique interne, afin donc d'assurer la protection de ces emblèmes. L'objet de ma présence dans l'hémicycle, c'est justement de soumettre aux honorables députés ce projet de loi visant donc à la protection des emblèmes de la Croix-Rouge, du Croissant Rouge et du Cristal Rouge, tant en temps de paix qu'en temps de conflit armé, pour éviter toute utilisation abusive ou malveillante. Le texte est adopté à l'unanimité des députés membres de la Commission Sécurité et Défense. À l'Assemblée nationale, allons maintenant dans la Chambre haute du Parlement, le Sénat, Yamoussoukro. Le groupe parlementaire HDP a désigné un nouveau président, Bamoudien Traoré, entend travailler pour mieux accompagner les actions du gouvernement au profit des populations. Kader Sogodougou. Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, Yamoussoukro. Le groupe parlementaire RHDP au Sénat est en réunion pour se choisir un président. À l'issue des consultations, un nom fait l'unanimité. Bamoudien Traoré, sénateur élu dans la région du Tchologo. Le nouveau président se veut un homme de devoir. Cela suppose quand même de notre part que nous puissions comprendre l'origine effectivement de tous ces documents et que notre apport puisse être véritablement dans le cadre des perfections et d'amélioration du surplus qu'on pourrait apporter véritablement à la mise en œuvre des différents programmes qui nous parviennent. Nous inscrire dans un prolongement de l'action de l'État, de notre gouvernement, favoriser la mise en œuvre de façon totale de tout ce qui concerne effectivement les programmes et projets de développement. Sur 97 sénateurs qui composent pour l'instant cette deuxième législature, 90 sont issus des rangs du RHDP. Pour ce parti, c'est certainement le reflet du changement positif en cours en Côte d'Ivoire sous l'ère Ouattara.
remercier le chef de l'État pour sa vision assez éclairée qui a permis aux sénateurs, à ce parti, au RHDP, de triompher sur l'ensemble de ces élections. Il y a un résultat. J'aime dire souvent, nous prévalons tous de l'action du président de la République, le président Alassane Ouattara. Nous en prévalons tous et nous en tirons tous les bénéfices et c'est ce qui est à l'origine de cette razzia que nous avions pu mener lors de ces élections. Pour constituer un groupe parlementaire au Sénat, un parti politique doit avoir au moins 8 élus. En attendant la reprise du scrutin dans le Guémont, le PDCI-RDA, deuxième parti présent au niveau de la Chambre haute du Parlement, dispose de 6 sénateurs. Le Sénat est dirigé par une dame, Kandia Camara, à qui la jeunesse féminine professionnelle du RHDP a rendu hommage. L'association est reconnaissante au chef de l'État qui lui renouvelle sa confiance. Ce rassemblement permet d'inspirer et galvaniser le parcours des jeunes femmes en politique. Andiela Diallo. La jeunesse féminine professionnelle du parti des oufouettistes, avec à sa tête la présidente Nassénéba Touré, rend un vibrant hommage au président de la République et président du RHDP, Alassane Ouattara. Une reconnaissance pour ses actions en faveur de l'égalité des sexes et la promotion du genre. Alassane Ouattara, c'est bien lui l'architecte de ce leadership. Il a établi le record de première fois. Première femme grande chancelière. Première femme présidente du Conseil constitutionnel. Première femme générale d'armée. Aujourd'hui, première femme présidente du Sénat. Parmi les actions fortes du chef de l'État, la nomination de plusieurs femmes à des postes de responsabilité auparavant réservés aux hommes. Parmi ces femmes figure Kandia Camara, ancienne ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, aujourd'hui présidente du Sénat. En 63 ans d'histoire, c'est la première fois qu'une femme arrive à de si hautes responsabilités. Nous ne pouvons que remercier et rendre hommage à son Excellence, M. le Président de la République, pour l'honneur qu'il a fait au cadre du RHDP. En retour, Kandia Camara a remercié le président Alassane Ouattara pour sa confiance placée en elle et a lancé un message fort à la jeunesse du parti. L'hommage d'aujourd'hui, c'est un hommage au président Alassane Ouattara. Chères sœurs, chères filles, continuez d'être toujours dynamiques, travailleuses, battantes, mais tout cela dans la discipline, dans la loyauté, dans la fidélité. Kandia Camara occupe depuis le 12 octobre 2023 la présidence de la Chambre haute du Parlement. Dans les prochaines semaines, se tiendra une cérémonie d'hommage au président de la République Alassane Ouattara, champion Iforchi. Une autre femme en politique, membre du gouvernement, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et la lutte contre la pauvreté, rencontre les guides religieux et leur demande de s'impliquer davantage dans le renforcement de la paix. Belmondogo a parlé avec le cardinal Jean-Pierre Coutoin, l'archevêque d'Abidjan. Elle s'est aussi entretenue avec le président du COSIM, Michel Bambo. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté en visite au Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM. Échanges cordiaux entre la ministre Belmondo Dogo et le président du COSIM, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, la nouvelle ministre de la Cohésion nationale, sollicite la bénédiction des guides religieux et leur implication pour la réussite de sa mission. Une démarche saluée par l'hôte du jour. En tant que guide religieux, notre raison d'être, c'est de prier pour la paix en chacun de nous, avec lui-même, et la paix avec notre environnement, notamment notre environnement social. Donc nous sommes pleinement engagés à ses côtés. Nos prières l'accompagneront, Inch'Allah, mais pas seulement nos prières. Et chaque fois que nous serons en mesure de l'accompagner et de l'appuyer. Le 26 octobre dernier, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté rencontrait l'archevêque métropolitain d'Abidjan, Jean-Pierre Cardinal Coutoin. Les premiers qui, pour moi, doivent porter la thématique de la cohésion nationale, nous avons d'abord les guides religieux. Ils sont au contact quotidien avec les populations. Le guide religieux est comme une aiguille qui doit recoudre le tissu social. Nous ne pouvons pas vivre dans une société sans qu'il y ait des frictions. Mais nous devons faire en sorte que ces frictions se règlent
en famille et pour nous, l'église, la mosquée reste et demeure une famille. Les guides religieux étant des acteurs clés du processus vers l'unité nationale, Miss Belmondo Dogo entend s'appuyer sur leur contribution pour une Côte d'Ivoire davantage unie, solidaire et paisible. Célébré le 24 octobre de chaque année, la Côte d'Ivoire a commémoré la journée des Nations Unies. La journée rappelle l'importance de la coopération internationale et le rôle de l'ONU dans la promotion de la paix, des droits de l'homme et du développement durable. Les précisions d'Abdoulaye Koné. C'est une rencontre d'échange qui vise à préparer le sommet du futur qui se tiendra l'année prochaine aux États-Unis. Pour atteindre ces objectifs, le système des Nations Unies, qui fait face à de nombreux défis, appelle à la réflexion pour la mise en œuvre de l'agenda 2030 qui semble difficile à tenir. Ces défis sont immenses. Ils appellent des solutions universelles et ne peuvent être relevés par des petits groupements d'États ou des coalitions de volontaires. Ce n'est que par des mesures toutes aussi étroitement liées les unes aux autres et dans le cadre d'un multilatéralisme revitalisé, composé d'institutions multilatérales véritablement universelles, que nous pourrons surmonter ces défis. Et pour faire face aux problèmes les plus graves de l'humanité, la Côte d'Ivoire, qui se veut une force de proposition, prépare déjà ses arguments. Avec la paix et la sécurité internationale, le développement durable qui y est corrélé doit constituer la trame des débats lors du prochain sommet du futur. À cet égard, des orientations concrètes sur l'accélération de la mise en œuvre des agendas 2030 des Nations Unies et 2063 de l'Union africaine, ainsi que celle de l'accord de Paris sur le climat, devraient permettre d'assurer la relance post-Covid et d'améliorer la vie quotidienne de nos populations. À cette fin, la réflexion devrait porter sur la question de la mobilisation des financements concessionnels à long terme, la restructuration de la dette pour la rendre soutenable, le financement en particulier de la lutte contre le réchauffement climatique avec l'opérationnalisation du fonds d'adaptation et celui des pertes et dommages. Lors du 75e anniversaire de l'organisation, le secrétaire général de l'ONU avait appelé des groupes de travail à œuvrer pour l'élaboration d'accords multilatéraux, l'objectif principal étant d'améliorer significativement la vie des populations et de maintenir la paix dans le monde. Et parlons maintenant du pacte mondial des Nations Unies. 10 principes qui permettent au secteur privé d'améliorer les règles pratiques d'affaires pour sa croissance. Le réseau local est mis en place. Les activités du conseil consultatif viennent de démarrer par la signature de la lettre d'engagement. Léon Brou. En signant cette lettre sous la bienveillance du coordonnateur résident des systèmes des Nations Unies, les deux entités prennent un engagement commun, mobiliser le secteur privé ivoirien par réseau de 50 entreprises pour son adhésion au Global Compact. Entendez, Pacte mondial des Nations Unies. C'est un ensemble de 10 principes dont l'adoption aide à l'atteinte des 17 objectifs du développement durable. Lorsque vous contribuez à la lutte contre la corruption, vous participez à au moins 4 ODD. Lorsque vous intégrez les normes de travail dans vos stratégies et vos opérations, vous participez à au moins 10 ODD. Lorsque vous intégrez les normes environnementales à votre stratégie, à vos opérations, vous contribuez à au moins 10 ODD. Nous comptons près de 3500 membres. Dans cette lettre d'engagement-là, nous allons essayer d'identifier les entreprises les plus engagées sur les questions de durabilité et les convaincre à adhérer au réseau. L'adhésion au Global Compact offre aux entreprises des formations et autres encadrements des systèmes des Nations Unies, également le privilège du partage d'expériences sur notamment les bonnes pratiques et règles d'amélioration des affaires, de quoi gagner en notoriété, en croissance et ou en pérennité, ainsi qu'en témoigne déjà celle des entreprises locales inscrites seulement dans la démarche d'adhésion au Global Compact. À travers les ODD, on a des standards universels qui m'ont permis de monter les fondations de ma structure, de créer ma stratégie, ma vision, ma gouvernance,
et de donner une meilleure communication à mes parties prenantes. Nous sommes déjà reconnus dans un groupe mondial qui nous permet aussi de démontrer notre aptitude justement à satisfaire non seulement les besoins de notre clientèle, mais aussi justement à standardiser nos méthodes de travail et puis à humaniser notre travail. Encore un an pour que naisse le premier réseau local du Pacte mondial des Nations Unies. Il compte 4000 organisations patronales, 62 réseaux et 18 000 entreprises dans le monde, dont 900 en Afrique. Privé veut aussi comprendre le mécanisme de décision anticipée mis en place par les douanes ivoiriennes, un dispositif qui permet d'accélérer les procédures de dédouanement des marchandises. Tous les opérateurs économiques et la chaîne logistique étaient à la Chambre de commerce et d'industrie pour s'en imprégner. On le voit avec l'ancien Bakayoko. Avec l'ouverture des marchés liés à la zone de libre-échange continentale, la coopération allemande renforce les capacités de l'administration douanière, notamment par la mise en œuvre d'outils de facilitation du commerce extérieur. L'une des réformes majeures est le mécanisme de décision anticipée. C'est une décision que l'administration des douanes va rendre à la demande de l'opérateur et qui va porter sur le traitement qui sera réservé à la marchandise à son arrivée. De sorte que l'opérateur qui est muni de cette décision anticipe sur les formalités de dédouanement à un gain de temps et cela participe à la célérité des opérations de dédouanement. Les procédures et les contours de ce mécanisme de décision anticipée expliqués aux opérateurs économiques et à l'ensemble de la chaîne logistique. On apprend entre autres que la demande anticipée en matière de classement tarifaire ou d'origine des marchandises doit être formulée selon les modalités prescrites par l'administration douanière et porter uniquement sur une seule marchandise. La bonne collaboration aussi avec la douane est un atout pour nous, pour pouvoir justement jouer notre rôle d'interpellation de l'État pour mettre tout au service du secteur privé. Parce que nous avons besoin de formation, d'information et de sensibilisation. Ces échanges entre les douanes ivoiriennes et le monde des affaires devraient contribuer à promouvoir les investissements privés. Soutenir les progrès et célébrer une décennie de changement, c'est tout le sens de la mobilisation à Abidjan des directions de plusieurs universités et centres de recherche. Les experts vont faire des recommandations au gouvernement. La fourniture d'une plateforme d'apprentissage par les pairs et le financement sont au cœur des préoccupations. Walter Amadou Ouattara. Ils sont issus de 53 centres de recherche et d'universités d'Afrique. Ces intellectuels de haut niveau sont à Abidjan pour discuter des meilleures pratiques en lien avec l'atteinte des objectifs du projet de centre d'excellence de l'enseignement supérieur africain pour l'impact sur le développement. Nous avons permis, bien entendu, à plusieurs étudiants d'atteindre même le niveau de doctorat. Après ce 10e anniversaire, c'est d'étendre nos actions au fin d'attirer beaucoup plus d'universités et promouvoir une intercoordination entre les universités ici en Afrique. La Banque mondiale et l'Agence française de développement AFD encouragent l'investissement dans le capital humain. Ces 4 jours seront donc une belle occasion de discuter de toutes les pistes pertinentes pour faire rayonner ces centres dans une durabilité, évidemment, et dans la sérénité. Je crois que c'est ce qui est aujourd'hui l'un des objectifs majeurs pour faire fonctionner et rayonner l'Afrique. Toutes les analyses qu'on fait, il est clair que 2/3 de toutes les richesses de tout un pays est fait par le capital humain. D'ici 2050, le continent africain représentera 35% de la population mondiale. Ça voudra dire que c'est ce continent qui devra donner le manpower. Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, représenté par son directeur de cabinet, met un point d'honneur sur la formation de qualité. Investir dans le capital humain est devenu un impératif stratégique pour notre pays. Voilà pourquoi l'ambition visée par les centres d'excellence
est au cœur de la vision de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. En 1963, la Corée du Sud avait un niveau de développement égal à celui de la majorité des pays africains. Son évolution actuelle et son parcours fouettent ainsi l'orgueil des universitaires du continent qui veulent s'en inspirer. Le ministre de la Santé a visité les chantiers du nord et du centre du pays. À Bouaké, Pierre Demba s'est rendu sur le chantier du nouveau CHR. Tout est mis en œuvre pour un service de qualité aux populations. Le plateau technique, les salles d'hospitalisation d'une capacité totale de 200 lits, le laboratoire, le scanner ou encore l'IRM, du matériel de pointe est déployé. Jean-Yves Zadi, Kader Sogodogo. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, visite le chantier du nouveau CHR de Bouaké. Une visite en compagnie de 2 autres membres du gouvernement. Amadou Kone, maire de la commune de Bouaké, et Mamadou Touré en mission dans la ville. L'ensemble des services dont dispose cet établissement est visité. Une réalisation au goût des membres du gouvernement présents. C'est l'année de la jeunesse et donc cette infrastructure qui va ouvrir dans quelques jours apportera un plus au niveau donc, de la compétence des jeunes, de l'insertion professionnelle des jeunes. Je suis très heureux vraiment qu'on ait ce genre d'infrastructures qui permettront aussi de faire en sorte que nos compatriotes soient pris en charge très rapidement et dans de très bonnes conditions. Pour le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le nouveau CHR de la ville de Bouaké vient réduire les distances parcourues par les populations et va permettre la prise en charge d'éventuels cas pendant la Coupe d'Afrique des Nations de football. Notre objectif, c'est de renforcer notre système de santé partout en Côte d'Ivoire en créant des pôles où de façon holistique, on peut prendre en charge les malades dans des régions comme Bouaké. Tous ceux qui sont autour n'ont pas besoin d'aller à Abidjan pour bénéficier donc de tous les soins, y compris les analyses les plus pointues. Vous avez vu qu'on a eu en imagerie une IRM, le scanner, tout ce qu'il faut pour soigner. Mais nous sommes en partenariat avec certains pays amis pour que pendant la CAN, on renforce également les spécialistes. Donc je pense qu'on est fin prêt au niveau de la santé. Bâti sur une superficie de 10 hectares, le nouveau CHR de Bouaké bénéficie d'un plateau technique moderne avec en son sein le plus grand IRM d'Afrique de l'Ouest. Le coût de cet hôpital est estimé à 40 milliards de francs CFA. À ce jour, les travaux du chantier sont achevés à 97%. L'installation des équipements a commencé. Toujours en santé, passé le mois d'octobre avec la sensibilisation sur le cancer du sein. Place maintenant à Novembre bleu, dédié à la sensibilisation sur le cancer de la prostate, un des cancers les plus fréquents chez l'homme. Le cancer de la prostate concerne près de 18% des hommes âgés d'au moins 40 ans. Selon une étude universitaire réalisée en 2021, les hommes sont donc invités à se faire dépister dans les centres de santé. Dans le reste de l'actualité, Vladimir Poutine signe la sortie de la Russie du traité interdisant les essais nucléaires, une décision sur fond du conflit en Ukraine et des crises avec les Occidentaux. Le traité n'est jamais entré en vigueur car il a été ratifié par un nombre insuffisant d'États. La promulgation de la loi russe est très décevante et profondément regrettable, a réagi dans un communiqué Robert Floyd, secrétaire exécutif de l'organisation onusienne chargée du traité. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h ce soir. Le sage nous apprend que la pluie qui tombe juste après le vent ne surprend pas le village. Dieu le voulant, on se retrouve demain.